Le lendemain matin, peu avant midi, la vieille Baptistine, qui était passée 1 heure plus tôt pour demander la clé du cimetière à Casimir, surgit au bout de la place. Elle hurlait des injures et des malédictions. La Piémontaise s'avança jusqu'à la terrasse du café de Philoxène. Elle lança la lourde clé du cimetière à la tête de Casimir, qui l'esquiva par miracle, et une vitre du bar vola en éclats. Casimir expliqua aux autres rapidement le drame. La veille, il avait été obligé de mettre le corps de Giuseppe à la fosse commune parce que le trop peu généreux entrepreneur n'avait payé qu'une concession de 2 ans et qu'il fallait faire de la place pour la vieille Jeannette des Bouscarles qui venait de recevoir les derniers sacrements. « Je l'expliquais tout à l'heure en lui donnant la clé, » dit Casimir, mais elle n'a compris que maintenant. Baptistine monta les 2 marches de l'escalier de M. Belloiseau et lança des malédictions solennelles. 2 vieilles s'enfuirent épouvantées en faisant des signes de croix. Manon, impatiente et couchée dans l'herbe depuis 1 heure, attendait au milieu de ses chèvres broutantes le retour de son ami, sans perdre de vue le village. Elle vit Baptistine sortir du village, brandissant son bâton et lançant des cris terribles. La Piémontaise remonta vers Manon qui courut à sa rencontre. « Qu'est-ce que tu as, ma belle? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Baptistine lui raconta son malheur et l'accompagna de lamentations. « Ils l'ont sorti de la boîte parce qu'ils disent que ça tient trop de place. Et ils l'ont mélangé avec les autres, avec des gens qu'on ne connaît pas, et peut-être qu'ils ont de sales maladies. Et même dans ce trou, il y a Pépito, le bûcheron, un Espagnol méchant comme la gale, que Joseph l'avait assommé 2 fois parce qu'il lui volait son pain dans son panier et qu'il faisait des grimaces pour se moquer de lui, et puis vite, il partait en courant. Et maintenant, ça va recommencer pour l'éternité. Et au jugement final, comment il fera pour retrouver ses os, que ça se ressemble tous, et puis que personne ne peut reconnaître ses os, parce qu'on ne les a jamais vus. Et maintenant, il est tout éparpillé. Même moi, je ne saurais pas le remettre ensemble. Et puis, à quoi ça sert de faire des prières pour lui sur cette tombe? De tout sûr, les autres lui en voleront la moitié. Mais ces gens du village, c'est une bande de porcs, et je leur ai fait des malédictions les plus mauvaises, et ça leur portera malheur. Manon la consola de son mieux, en lui disant que pour le jugement final, la Madone arrangerait tout, et qu'elle reverrait certainement son Giuseppe tout entier. Puis elle lui demanda tout à coup: « Et mon père, ils n'ont pas touché à sa tombe ?» « Je ne sais pas, dit Baptistine. J'étais tellement malheureuse que je n'ai pas bien regardé. Ils ont fait des trous partout. » Manon se leva et prit sa course vers le village. Elle y arriva échevelée. Elle vit l'instituteur et s'arrêta devant lui. Elle était blême. Des perles de sueur brillaient sur son front et elle dit brusquement: « Qu'est-ce qu'on a fait au cimetière ?» Philomène répondit aussitôt: « On a changé de place le pauvre bûcheron, parce qu'il n'y avait pas de concession à perpétuité. » « Et mon père ?» ?»« On n'y a pas touché, et on n'y touchera jamais. » Elle ferma les yeux, respira profondément. « Merci, dit-elle. Je vous remercie. » Cette scène fut brusquement interrompue par une voix désespérée qui appelait: « Papet, papet, la source! La source, elle s'est arrêtée. Depuis 9 heures ce matin, j'ai creusé une tranchée, j'ai rentré des bâtons dans les trous. Rien, rien. Bonne mère, qu'est-ce qu'il faut faire? Et avec ce soleil, 8 jours sans eau, tout est foutu. » Alors on a entendu la voix claire de Manon. « Il vous reste la citerne. » « Elle me fera 2 jours, pas plus. »« Ça suffit, dit brutalement le papet. Lève-toi, imbécile. D'abord, peut-être que l'eau est déjà revenue pendant que nous parlons. Et si elle se fait ascendre, il y a la fontaine. Avec 2 mulets s'il le faut et 4 hommes, c'est possible de tenir le coup. Allons d'abord voir là-haut. » La femme d'Anglade intervint. «
La fontaine n'est pas bien en train, ça coule comme mon petit doigt. Tout le monde courut vers la fontaine. Depuis des années, le tube de cuivre coulait à plein goulot, mais ce débit venait de se réduire à moins de la moitié. Il ne faudrait pas qu'elle nous fasse le coup du Golin, dit Anglade. Tout à coup, la fontaine émit un gargouillement étrange, puis le tuyau soupira longuement et se tut. En remontant aux collines, Manon retrouva la piémontaise qui l'attendait en haut du bahut. Baptistine se mit à danser de joie à l'annonce de l'arrêt de la source. Puis elle voulut redescendre au village pour narguer ses mangeurs de pois chiches et au besoin consolider le sort par des malédictions nouvelles. Manon l'en détourna en lui disant qu'ils étaient capables de lui retirer les pieds et qu'il vaudrait mieux ne pas se montrer pendant quelque temps. Elle resta plusieurs jours dans les collines, gardant ses chèvres et ses pièges comme à l'ordinaire. Elle était fière du devoir accompli et sûre de son bon droit, puisque c'était sans doute la Providence qui lui avait révélé le secret de la source. Mais elle se demandait si l'eau ne finirait pas par dissoudre le bouchon d'argile et de ciment, si hâtivement mis en place, et d'autre part, il était possible que le nouveau parcours de l'eau souterraine allât par un détour rejoindre l'ancien. Matin et soir, elle se glissait sous la broussaille jusqu'au bord de la barre, au-dessus du bassin, pour s'assurer que l'eau n'était pas revenue. Mais non, elle voyait le rectangle de ciment blanchi par le soleil et 2 ou 3 gamins chargés d'annoncer la résurrection de la source. Au village, c'était un désastre. Tous les matins, Philoxène téléphonait à la préfecture, qui avait promis d'envoyer un spécialiste du génie rural, mais ce technicien tardait à venir et la situation empirait chaque jour. Les beaux légumes des potagers s'achèvent sur pied, les puits étaient vides, sauf celui du Papet, qui n'avait qu'à denasser le couvercle et qui était encore en état de fournir 2 litres d'eau par jour pour l'apéritif des mécréants. Sur la placette, les femmes ricanaient en regardant le pauvre ange, abruti de honte. Il astiquait stupidement le tube de cuivre de la fontaine, comme s'il croyait que ce témoignage de sollicitude pouvait l'encourager à reprendre sa chanson. Un paysan partait chaque matin avec une petite caravane de 3 ânes, attachés l'un derrière l'autre, pour aller chercher de l'eau pour le boulanger à la fontaine désembrée. Quant au triste Hugolin, il faisait le va-et-vient entre les romarins et les 4 saisons, avec 3 charrettes chargées de tonneaux, car le Papet avait loué 2 charretiers italiens avec leur équipage. Il partait dès l'aube, toute la journée sous le soleil dévorant. Il marchait en tête du convoi et le soir, quand les Piémontais demandaient grâce pour leurs bêtes, il faisait encore 2 voyages, tirant à bout de bras le fantomatique mulet du Papet, dont la progression douloureuse n'était vraiment due qu'une chute en avant, miraculeusement retardée à chaque pas. La nuit, il pensait au pauvre monsieur Jean. « Va, je sais bien que c'est toi qui m'as coupé la source. C'est bien fait, je l'ai mérité. Mais tu sais bien que ce n'est pas pour moi que je travaille. Tu sais bien que toutes ces fleurs, c'est pour elle. C'est pour lui gagner des sous. Écoute, je te connais, tu es brave, tu es au paradis. Tu vois bien que j'ai les pieds tellement gonflés que je ne peux plus me tirer les souliers. Tu vois bien que le moulet va crever. Que si ça continue encore 8 jours, les œillets sont perdus quand même. Allez, Zou, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, rends-nous la source de ta fille. Ainsi soit-il. Amen, nom de Dieu. Un matin, Manon vit monter une délégation qui venait demander à Baptistine de retirer le sort car la fontaine restait muette, et l'angoisse gagnait le village. Casimir assura que les os de Joseph avaient été soigneusement récupérés, son cercueil remis à neuf, et que M. le curé allait dire une messe pour apaiser son âme. Joseph eut les honneurs d'une nouvelle cérémonie au cimetière. Les mécréants mirent en doute son efficacité consolatrice, car Casimir leur avait confié, il n'était pas sûr que tous les os récupérés fussent bien ceux du bûcheron, mais qu'en tout cas, le compte y était. Baptistine, devant la fontaine, fit le contre-charme,
Elle prévint l'assistance. L'eau ne coulerait pas aujourd'hui parce qu'il faut qu'elle revienne de très loin. Manon avait hâte de monter jusqu'à l'Erdre, d'où elle aurait pu voir passer Hugolin et ses mulets, mais l'instituteur l'arrêta au passage avec un beau sourire d'ami et lui dit « C'est vous que je cherche. On vous attend à la mairie. Le maire a obtenu de la préfecture qu'on nous envoie un ingénieur du génie rural pour percer le mystère de la source. Il voudrait qu'on lui indique les points d'eau qui ne figurent pas sur les cartes et nous en avons passé à vous parce qu'un vieux vous avait appelé la fille des sources. » Le maire et le génie rural examinaient une carte colorée, étalée sur la grande table. L'ingénieur était un jeune homme très noir de poil, aux lunettes cerclées d'or, et il portait une veste de chasse. « Petite, dit Philoxène, regarde le plan. Les sources que nous connaissons sont marquées d'un rond bleu. Est-ce qu'il y en a d'autres ?» L'ingénieur lui montra la perdrix, le plantier et la fente du berger. Elle vit avec soulagement que la grotte n'y était pas signalée. Elle cita aussitôt 4 sources ignorées. Elle accepta de les conduire sur les lieux. Ensuite, ils se rendirent à la mairie, où ils attendaient une foule silencieuse. Les conseillers municipaux s'installèrent autour de la longue table. Le papet, Anglade, Hugolin, Pamphile, Casimir, le boulanger, Ange et le boucher. Avec une certaine solennité, Philoxène fit asseoir le génie rural près de lui, tandis que l'instituteur allait siéger au bout de la table. Philoxène déclara « Voilà, je vous ai réunis pour cette question de l'eau. » Hugolin se releva brusquement et dit avec force « Ce n'est pas une question, c'est une catastrophe. » Parfaitement, dit Philoxène, c'est une catastrophe. Mais grâce à mes efforts personnels et grâce à mon téléphone, j'ai pu appeler à notre secours le génie rural. Et le génie rural, le voilà. L'ingénieur salua de la tête et prit la parole. « Messieurs, j'ai étudié votre problème et je ne puis mieux faire que de vous lire le rapport que j'ai rétabli cette nuit pour monsieur l'ingénieur en chef. Je veux d'abord remercier la charmante bergère dont la collaboration nous fut très précieuse. En nous signalant quelques points d'eau ignorés, elle nous a permis de compléter l'orographie locale avec une parfaite précision. La source de la perdrix qui alimentait jusqu'ici la fontaine du village était la plus importante de la région. Elle sortait d'une fissure entre 2 couches de calcaire qui appartiennent au Crétacé supérieur. Il ne s'agit donc pas d'une source issue d'une diaclase, mais d'une résurgence de type vauclusien. Il n'y a pas de nappe phréatique, comme le prouve l'examen de la surface du sol supérieur ou de la paroi. Il est donc clair que la couche perméable contenue entre 2 couches imperméables affleurait par sa tranche. L'eau glissait sur le toit de l'imperméable inférieur, mais contenue par le plafond de l'imperméable supérieur, elle se mettait sous pression et formait ainsi une nappe captive qui alimentait le bassin par une résurgence, et le bassin lui-même alimentait la fontaine au moyen d'un tuyau de fonte qui amenait l'eau jusqu'au village par gravité. Or, le 26 août dernier, la fontaine fut brusquement tarie, et le village se trouva privé d'eau. Appelé par monsieur le maire et mandaté par l'administration, nous avons recherché la cause ou les causes de ce déplorable accident. Tout d'abord, quelle était l'origine de cette eau? Nous avons par bonheur un très précieux document. Un frisson d'espoir courut sur la foule, tandis qu'il dépliait sur la table une grande carte en couleur. Il s'agit d'une étude de monsieur l'ingénieur en chef, qui résume et précise de la façon la plus claire et la plus utile les expériences faites il y a 5 ans dans la région. En effet, par les soins de nos services, toutes les sources de la chaîne de la Sainte-Baume furent colorées en vert au moyen de la fluorescéine. Ces expériences nous permirent de façon définitive d'obtenir une parfaite représentation de l'orographie du bassin hydrogéologique. Or, une enquête sur place prouva que la source des bastides blanches n'avait pas été colorée par la fluorescéine.
Nous savons en toute certitude que l'eau ne venait pas du voisinage. Nous pouvons donc en conclure qu'elle venait de loin. Or, la longueur du trajet souterrain rend d'autant plus difficile la localisation de l'accident, qui peut être expliquée par 4 hypothèses différentes. Première hypothèse, la sécheresse. Il est certain que notre région n'a pas été favorisée par les pluies. Il ne s'agit pas d'une sécheresse véritable et votre source, depuis 50 ans, en a supporté de pire. Toutefois, il est possible qu'une légère baisse des niveaux souterrains soit la cause de vos ennuis. En effet, comme la résurgence est cernée par des chaînes parallèles de dolomites dans la série jurassique, elle doit certainement les franchir par un système de siphons. Il est probable qu'à la première pluie, le siphon ou les siphons se réamorceront dès que le niveau du lac souterrain qui vous alimente sera remonté à sa cote habituelle. Deuxième hypothèse. L'eau, par un phénomène naturel, a fini par user, en un point de son parcours, la couche imperméable inférieure et la plongée, Dieu sait où, pour aller ressortir ailleurs et peut-être même sous la mer. Troisième hypothèse. Le ruisseau souterrain ayant percé son lit tombe en ces moments dans une caverne ou dans un système de cavernes imperméables. Lorsque ces cavités seront pleines, l'eau reprendra son ancien niveau et la source coulera de nouveau. Quatrième hypothèse, un éboulement de terrain. Cet accident est d'autant plus probable que nous avons dans la région un certain nombre de puits de lignite qui font sauter des mines lorsqu'il leur faut traverser un banc de roches. L'ébranlement causé par ces explosions peut se transmettre à de grandes distances et a peut-être provoqué un tassement des couches molles ou instables, tassement qui a bouché le canal. Eh bien, ne vous alarmez pas, car dans ce cas, nous avons un espoir. Il est possible que ce bouchon soit composé de sable et de gravier, ou peut-être d'argile. Dans ce cas, l'action d'une eau sous pression est capable de le traverser, de le déliter ou de le fondre. Il est possible que cette opération s'accomplisse en un temps relativement court, de 6 jours à 1 mois, car l'expérience prouve qu'après 1 mois, il devient déraisonnable d'espérer. Mais alors, crie Eugolin, qu'est-ce que nous allons devenir? Mais enfin, dit l'ingénieur, vous avez bien des puits. Il y en a 3, répondit le boulanger. Ils sont à sec. Tous les jours, il faut faire des kilomètres pour l'eau du pain et de la soupe. Et alors, dit Hugolin, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Pour vos besoins domestiques, je peux vous envoyer de l'eau, 5000 litres par jour. Ce camion quotidien peut suffire à couvrir vos besoins les plus urgents, mais c'est un gros effort de mon administration et il est douteux qu'elle le prolonge plus d'1 mois. Et alors, si l'eau ne revient pas d'ici 1 mois, dit le papet, qu'est-ce que vous pourrez faire pour nous? L'ingénieur répondit aimablement, je pourrais vous faire mes condoléances et vous conseiller d'aller cultiver la terre ailleurs. Il ne manque pas de villages dépeuplés qui ont de l'eau en abondance et qui seraient heureux de vous accueillir. De violentes protestations s'élevèrent et Philomène déclara. Le conseil municipal ne peut pas accepter ça. Je crois pouvoir affirmer, dit gravement le savant, que l'autorité des conseils municipaux sur les phénomènes souterrains peut être mesurée par un nombre voisin de 0. L'ingénieur ramassa ses feuillets et dit « Malgré l'intérêt de cette discussion scientifique, je crois qu'il est temps de me retirer pour aller m'occuper de votre camion. » Pendant qu'il refermait sa serviette, le papet trépignait sous la table et criait « J'en étais sûr, je le savais que ça finirait comme ça. Lui, c'est un menteur. Le maire, c'est un couillon. Et moi, je me régale. C'est ça l'administration. La voilà, votre administration. » L'ingénieur, avec une sérénité parfaite, répliqua. « Monsieur, j'ai l'honneur de vous informer que l'administration vous emmerde. Le camion viendra après-demain dimanche. Mesdames et messieurs, je vous salue. » L'après-midi de ce dimanche fut lugubre. Pour atténuer l'inquiétude générale, Philoxène avait pourtant annoncé un concours de jeux de boules, doté d'un grand prix de 20 francs et d'un second prix de 10 francs.
il ne put réunir qu'une dizaine de joueurs, dont 2 visiteurs venus des Ombrés, le facteur et un jeune voyou de passage. Ces gens-là, qui avaient de l'eau chez eux, enlevèrent gaillardement les 2 prix, tandis que les Bastidiens lâchaient de temps en temps leur partie pour courir à la facette, où un cercle d'hommes démoralisés entourait la fontaine pendant que les femmes priaient dévotement à Vêpres. On parlait du bossu, de Florette, de l'avidité des Soubérans, de la sécheresse qui s'aggravait tous les jours, de Cabridan qui préparait son déménagement, et le vieux Médéric qui annonçait son intention, si l'eau ne revenait pas, de se retirer en ville, c'est-à-dire à Roquevert, où il pouvait avoir une place de gardien dans une villa solitaire. Là-haut, sur l'air, il y avait un guetteur qui surveillait au loin le vallon de la perdrix. En effet, Ange passait la journée près du bassin, et il devait annoncer le retour de l'eau par une fusée de feux d'artifice. Vers 6 heures, les mécréants vinrent siéger comme d'habitude, mais le papet ne parut pas. Philoxène était précisément en train d'expliquer le caractère des Soubérans et le peu de chance qu'il y avait d'obtenir une restitution du bien volé par les 2 gredins. Lorsqu'un garçon de 12 ans, Thomas de Rosette, arriva un peu essoufflé et s'avança vers l'instituteur. « Monsieur, dit-il, le papet m'a dit de vous dire qu'il voulait vous voir, et aussi monsieur le maire, et aussi monsieur Loiseau. Il a dit que ça vous ferait bien plaisir. Il a dit que vous veniez vite et que vous seriez bien content. »« Où est-il » demanda Bernard. « Il est au Romarin, dit le garçon. Il est assis sur la pierre de la porte. Il fume la pipe. » Ils le trouvèrent assis sur le seuil de la ferme et il fumait la pipe, comme l'avait dit le garçon. Il les laissa venir à lui sans dire un mot, puis il leva vers eux un visage blanc, un regard farouche et montra du doigt quelque chose derrière eux. À travers les rameaux plongeants du grand olivier, au-dessus d'une échelle tombée dans l'herbe, Hugolin tournait lentement sur lui-même au bout d'une corde. Il était accroché à l'anneau de la balançoire. Pamphile s'élança, serra les jambes du pendu contre sa poitrine et souleva le corps pendant que l'instituteur montait à l'échelle et sciait la corde avec son couteau. « Est-ce qu'il y a de l'espoir » demanda M. Bellozo. Pamphile répondit « Il est raide comme un stockfish. » À 4, ils le portèrent sur son lit, dans la cuisine. « Voilà, dit le papet, voilà ce que vous avez fait. »« Allons, allons, dit Philoxène. Tu as bien vu toi-même qu'il était devenu fada. Tu nous l'as dit ce matin. » M. Belloiseau, qui venait de s'approcher du petit bahut, allongea le bras, prit l'enveloppe et dit « Qu'est-ce que c'est que ça? Une lettre pour moi? Et il y en a une autre pour le papet. » Les yeux du vieillard brillèrent soudain. « Donnez-les-moi, dit-il. »« Voici la vôtre, répondit M. Belloiseau. L'autre est adressée à M. Belloiseau, notaire. Je ne puis pas me dessaisir d'un document qui est peut-être un testament. » Il déchira l'enveloppe, tandis que le papet glissait la sienne dans sa poche, sans l'ouvrir. Il lut en silence le message du pendu. « À Monsieur le notaire Belloiseau. Je vous écris à vous parce que c'est du sérieux de notaire. C'est mon testament, que vous le faites faire exactement. Il ne faut pas qu'il s'imagine que j'ai peur. D'abord, tout ça c'est pas vrai. Et en plus, il n'y a pas 2 témoins, il en faut 2. Et puis, c'est pas pour les œillets, tant pis s'ils crèvent, c'est que des fleurs. C'est à cause de mon amour. Et j'ai compris qu'elle ne me voudra jamais. Je m'en doutais parce que mon ruban d'amour m'a fait un abcès qui le brûle. Et puis, quand je lui dis devant tout le monde que je veux me la marier, tout lui donner, etc., elle m'a craché dessus en paroles. Et en plus, elle s'est réfugiée vers l'instituteur. D'abord, je les ai vus se parler dans la colline. Lui, elle ne lui tire pas une pierre dans l'estomac. Elle l'écoute en regardant par terre. Et quand il a fini, elle se languit qu'il recommence. Et lui, il n'est pas étonné. Il trouve ça normal. J'ai envie de le tuer. Oh oui, mais elle, ça lui ferait peine alors. Non, tant pis. Je ne vais pas la priver. Celui-là, il ne sait pas son bonheur. Mais moi, je sais mon malheur.
Mais je ne peux plus supporter. Maintenant, ça commence mon testament. Je lègue la ferme des Romarins à mademoiselle Manon Cadoret, la fille du bossu Jean Cadoret de Crespin. J'y lègue la ferme avec tout ce qu'il y a dedans. Tout. Monsieur le curé a dit que si le criminel veut réparer sa faute, l'eau reviendra. Moi, je répare. La source coulera, les œillets seront beaux, ça se vendra bien. L'adresse de monsieur Trémela, c'est au quai du Canal, numéro 6. Le papel sait. Alors, Adésias, bonjour à tous. C'est mon testament. Dernière volonté, c'est sacré. Signature officielle, Hugo Soubeyran. La date, c'est le 6 septembre. Aujourd'hui. Quand il eut achevé en silence cette lecture, M. Belazo parut réfléchir, puis il dit « Un testament est évidemment destiné à la publicité, sinon il ne pourrait être exécuté. Je crois donc pouvoir vous lire celui-ci. » Ils écoutèrent, immobiles. Bernard parut surpris et gêné par le passage qui le concernait, et que M. Belazo souligna d'un regard, mais Bernard souleva les épaules et tapota sa tempe du bout de son index. Le papet resta impassible. Quand la lecture fut terminée, il demanda « Qu'est-ce ce ruban Nabour ?» Pamphile, qui essayait de faire la toilette du mort, répondit « Venez voir ça. » Il entrebâilla la chemise, il regardait avec stupeur le ruban vert, taché de sang noir, sur une grosse bosse rouge et jaune, presque aussi grosse qu'un sein de fille. Pamphile demanda aussitôt « Mais à toi, papet, qu'est-ce qu'il te dit dans sa lettre ?»« Je la lirai quand je serai seul. » Son visage était dur et fermé, ses yeux secs. « Maintenant, vous autres, dites à la muette de prendre des cierges à l'église. Au moins 10 des plus gros. Puis un vieux drap de lin que sa grand-mère avait tissé et filé. Toi, va faire la boîte. Tu as des planches de chêne dans la soupente, du vieux chêne que j'avais pensé pour moi. Prends-les pour lui, et puis surtout vous autres. Dites qu'il est tombé d'un arbre. Gardez le secret au moins 3 jours jusqu'au cimetière, à cause du curé, qui ne voudrait pas lui faire tout ce qu'il faut. Maintenant, allez-vous-en. Le papet alluma le fagot de sarment dans l'âtre, puis il fouilla les tiroirs du bahut. Il trouva une paire de ciseaux. Alors, en faisant une grimace d'horreur et de pitié, il trancha les fils poisseux qui tenaient le ruban vert, le saisit avec les pincettes du foyer et le brûla, grésillant dans la flamme purificatrice. Ce devoir accompli, il colla 2 bougies, en attendant les cierges, à la tête du lit, les alluma, transporta sa chaise près du gisant et tira sa lettre de sa poche. « Papet, je m'en vais parce que je n'en peux plus. Je ne veux pas voir la suite, tu me comprends, j'ai mal de partout, je préfère. Je lui donne la ferme et aussi tout ce qui est caché, tu me comprends, sous la pierre qui est à gauche du feu que tu connais. Il y en a 494. Ajoute 6 pour faire 500. Je dis que j'en avais 500. Ne fais pas mentir. Surtout maintenant, tu me comprends, et puis ne cherche pas des garouilles, c'est pas de sa faute. C'est pas de ma faute, c'est pas de ta faute. C'est la fatalité. Fais attention que Trémula n'embarque pas sur les prix. Et puis, fais à des messes pour moi. Parce que là-haut, il faudra que je m'explique à cause de la source. Je n'ai jamais fait d'autre mal, et celui-là me tire souci. Le bossu leur en a sûrement parlé, alors qu'est-ce qu'ils vont me passer? Des messes, tout de suite. Adésias, mon papet, on me fait la peine de te quitter, mais rester, je peux pas. Faut dire au monde que maintenant elle en a 500 et la ferme et les œillets. C'est un bon parti, pas pour s'amuser, elle peut se marier qui elle veut, même quelqu'un de très instruit. Je t'embrasse. Quand il eut relu 2 fois la lettre, il murmura « Pauvre couillon, pauvre galinette ». Il bourra longuement sa pipe. Tu t'es bien trompé si tu crois que je vais lui laisser la marmite. Et les œillets, ils vont crever les œillets. Parce que l'eau ne reviendra jamais. Et ce village aussi, il va crever.
ça sera bien fait pour eux. Ils ont tous parlé contre toi. Eh oui, c'est ça les Soubérans. 3 fous, 3 pendus et moi, tout seul, avec une jambe fadade. Et personne après moi. Personne. Personne.